Comme l'indique Miguel Sapochnik, cet épisode 6 était presque un nouvel épisode pilote pour House of the Dragon, tant il était important de remporter le pari délicat mais nécessaire du saut dans le temps et des changements d'actrices et acteurs. Dans l'ensemble, la série maintient son intensité, sa qualité, mais il y a des choses à dire sur ce qui ira trop vite pour certains ou trop lentement pour d'autres. Vous le savez, la série est une exclusivité OCS en France, et pour vous abonner à la plateforme, vous trouverez un lien en description de la vidéo. Ce sera aussi l'occasion de voir par exemple la mini-série The White Lotus, ou encore de rattraper The Wire, The Night Of, ou True Detective, dont je vous recommande fortement les saisons 1 et 3. 10 ans se sont écoulés et pour celles qui auraient une phobie de l'accouchement, je crains que cet épisode ne se soit avéré particulièrement pénible. Pour rappel, on est en full spoiler épisode dès le début de cette analyse, tandis que les spoilers livres, et donc sur la suite de la série sans doute, n'arrivent qu'en seconde partie. La violence symbolique de la convocation par la reine alors que Rhaenyra vient littéralement d'accoucher pose directement les bases du rapport de force à l'œuvre au sein du Donjon Rouge. Comme le dit l'auteur dans les livres, les couches sont les batailles des femmes, et alors qu'elle est exténuée et affaiblie par sa victoire, perdant son sang, Rhaenyra décide de faire face, ce qui vient nettement orienter l'affection du public bien sûr envers elle et définir Alicente comme la méchante. Nous verrons si ce sera toujours le cas ou si la série jouera le chaud et le froid comme durant la jeunesse des deux rivales. Laenor soutient son épouse et dans l'ensemble, au vu des circonstances, on peut estimer que leur accord de mariage fonctionne relativement bien malgré quelques inévitables tensions. On remarque au passage que Lord Caswell et son épouse sont les premiers à saluer Rhaenyra en chemin. On en vient à ce qui m'a fait sortir de l'épisode quelques instants, à savoir la présence de Criston Cole en tant que garde royale, comme si de rien n'était. De mon point de vue, aucun doute, il s'agit d'une incohérence importante et d'une grossière facilité scénaristique, absolument aucune explication sur la façon dont il a pu échapper à un jugement pour un meurtre devant témoins et l'agression du futur époux de la princesse héritière. Alors oui, bien sûr, on l'a tous compris, c'est la reine qui l'a protégé, mais ça ne peut pas être aussi simple, les faits étaient extrêmement graves et la façon de balayer tout ça sous le tapis n'a littéralement aucun sens. On remarque même ce petit mouvement de tête de Criston Cole vers Laenor quand le couple s'en va, c'est proprement hallucinant. Dans les appartements royaux, la remarque d'Alicente à Laenor sur l'idée de persévérer jusqu'à ce qu'un de ses enfants lui ressemble met directement le doigt sur le cœur du problème et souligne pourquoi la reine était si pressée de voir l'enfant. Elle voulait clairement confronter le roi à ce qui paraît comme une évidence, les enfants sont ceux d'Arwyn Ford et pas de Laenor. Quant au choix du prénom Joffrey imposé par Laenor, eh bien évidemment c'est un hommage à son amant battu à mort par Criston Cole, preuve s'il en est besoin que rien n'est oublié ou pardonné bien sûr. Immédiatement, Emma Darcy en Rhaenyra et Olivia Cook en Alicente se saisissent des rôles et je pense qu'avec un tel saut dans le temps et les enjeux autour de la génération suivante, le choix d'un changement d'actrice était judicieux. Comme j'ai déjà pu le dire par le passé, j'ai adoré les performances des actrices plus jeunes, mais je pense qu'on n'aurait pas eu autant de crédibilité, notamment dans les relations aux adolescents, en gardant des interprètes aussi jeunes. La scène de fausse dragon permet surtout de montrer que les enfants d'Alicente et Rhaenyra sont capables d'une forme de camaraderie et que les tensions s'appuient davantage sur les rapports individuels que sur une nette division entre les blonds et les bruns. Clairement, l'aîné d'Alicente, Aegon, n'est pas fan de son frère Aemon qu'il qualifie plus tard de con, et les blagues se font apparemment à ses dépens. Pour vous aider à vous y retrouver un point sur les enfants, justement, du côté de Rhaenyra, on a l'aîné, Jaehaerys, qui se prononce Jaehaerys et pas Jacaerys, et ensuite vient Lucerys, puis enfin Joffrey, le dernier-né. Du côté des enfants d'Alicente avec le roi Viserys, on a Aegon, on reviendra dans un instant sur son admiration immodérée pour Homelander, et Laena, on reviendra sur son admiration immodérée pour les bestioles flippantes, et Aemond, on reviendra sur son admiration immodérée pour les dragons. Pour le moment, pas de signe de Daeron, à moins que je ne l'ai loupé, mais il existe a priori un troisième garçon. Est-il étonnant que Jaehaerys ne parle pas couramment aux Valyriens? A priori non, il est encore très jeune. Ceci dit, je me demande s'il faudrait y voir un signe quelconque, notamment pour appuyer l'idée qu'il ne serait qu'à demi-valyrien en quelque sorte. La scène d'Alicente avec sa fille nous montre clairement qu'Elaena a une vision du monde bien à elle, une vision qui va au-delà du monde même, mais ce sera une discussion pour la partie spoiler livre.
Le pauvre Viserys s'est pris 30 ans dans la tronche en 10 ans et il semble bien avoir perdu son bras gauche avec cette maladie qui continue de le ronger. Certains le pensaient sans doute mort à la fin de l'épisode 5. Eh ben non. Mais quand même, la maladie continue et on peut supposer que ce rat qu'on va retrouver dans ses appartements est bien là pour nous le rappeler. Et le roi voudrait jouer tranquillement au wargame avec son nouveau pote, mais non. Alicente veut absolument parler des enfants de Rhaenyra qui semblent être des bâtards. Bon, pas étonnant que le roi se fasse des cheveux. Criston Cole est devenu le sbire privé d'Alicente et son rejet par Rhaenyra s'est transformé en haine aussi absolue que brutale envers cette dernière, ce qui termine de rendre le personnage nettement plus détestable que tragique. Dommage que personne ne puisse le rouer de coups. Ah, attendez, on me dit dans l'oreillette d'attendre la suite. Donc comme promis, retour à Aegon dont la petite entreprise ne connaît pas la crise, sachant qu'il a la ferme idée d'ensemencer tout Port-Réal. Quelle générosité. Alors oui, bien sûr, on pense à Tommen avec ce plan de la fenêtre, ce qui rend la scène encore plus consternante et gênante, d'autant plus avec la maman, Alicente, qui fait irruption comme si de rien n'était. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que ce n'est pas une scène évidente pour Ty Tennant, le fils de David Tennant. Oui, c'est son fils, même s'il ressemble à Finn Wolfhard avec une perruque blonde. Mais bon, il a réussi à bien tenir la barre, ça c'est important. Ce qui ressort nettement, c'est la façon dont Alicente monte ses fils contre ceux de Rhaenyra, en s'efforçant de leur transmettre sa haine et son obsession de la question de succession. Et si on en croit ce dialogue, Aegon se serait sans doute parfaitement accommodé de la situation sans cela, et ça ne fait que commencer. Pendant ce temps, à Pentos, Daemon et Laena semblent vivre leur meilleure vie en faisant les cacous à d'autres dragons. Je n'ai pas été spécialement enchanté par la scène des dragons d'ailleurs, ni gêné, ceci dit. Le design de Vhagar est plutôt intéressant, notamment dans la façon dont il tranche totalement avec celui de Caraxès, justement. Au passage, non, Daemon n'est pas immunisé au feu, aucun Targaryen n'est immunisé au feu d'ailleurs. Daenerys est une exception magique hors norme. Dommage que Vhagar soit introduite de cette façon, sans contexte ni explication, mais bon, on peut comprendre le choix de la série, d'autant plus que Laena trouvera une mort très rapide dans l'épisode même. Ceci dit, si la série avait pris le temps de nous montrer la relation de Laena avec son dragon depuis le début, cela aurait clairement rendu sa mort plus poignante encore. À Pentos, ce que Daemon recherche, c'est clairement de s'éloigner des intrigues de succession, tout comme il avait quitté la salle du banquet de mariage en pleine bousculade. Laena semble être une épouse de rêve, mais Daemon reste un éternel insatisfait, perdu dans ses rêves de Valyria, des dragons, des rêves qu'il craint de poursuivre à nouveau, comme s'il tentait de faire le deuil de la partie la plus sombre et ambitieuse de sa personnalité complexe. Je pense que cette partie de l'épisode est potentiellement la plus faible, justement parce que la série nous montre la fin de ce couple, alors qu'on n'en a pas vraiment vécu le début. Et la seule caractérisation qu'on a pour les deux filles porte sur Rhaena qui se languit d'avoir un dragon et ressent que son père la délaisse peut-être parce qu'il n'a de considération que pour les chevaucheurs de ses bêtes. On le voit par contre enseigner avec une certaine tendresse le haut valyrien à Baela, son autre fille. La confrontation de Daemon au même choix qu'a eu son frère Viserys lors du premier épisode aboutit à une situation inverse, difficile d'être sûr avec lui, mais même s'il n'aime pas vraiment son épouse, Daemon semble plus attaché à elle qu'à ses filles, qu'il n'aura même pas la présence d'esprit de consoler face au spectacle du cadavre carbonisé de leur mère. Au Donjon Rouge, on ressent l'empreinte d'Alicente et de sa perception de la question de la succession dans le traitement que Criston Cole réserve au fils de Rhaenyra à l'entraînement. Et si Ser Harwin, commandant des manteaux d'or, est fort, il manque malheureusement de finesse ou du moins de self-control. Alors cela le rend peut-être plus aimable, mais quand Criston Cole obtient exactement ce qu'il souhaite, il cherchait bien sûr l'esclandre plutôt qu'un véritable affrontement. Voilà de quoi calmer l'optimisme du roi qui voyait déjà les deux groupes d'enfants devenir des BFF. Revenons à Harwin Fort qui est dans le même cas que Laena avec un temps d'écran affreusement faible, alors que les non-dits avec Rhaenyra fonctionnaient extrêmement bien à l'écran, en tout cas de mon point de vue. Mais là aussi, je comprends la logique scénaristique, sachant que cette saison 1 est un long et luxueux prologue à la véritable danse des dragons, il faut que les choses avancent. Par ailleurs, le fait de durement ressentir la perte de ce que le personnage aurait pu apporter par la suite est sans doute une preuve de la qualité d'écriture qui nous fait regretter une mort aussi soudaine. Au conseil restreint, on a le concentré de toute l'opposition systématique entre Rhaenyra et Alicente. Au passage, le fait même que la reine siège au conseil est une forte évolution qui exprime directement son influence sur le roi et le royaume. On est loin, bien loin de la jeune Alicente
qui faisait son devoir et se mettait en retrait. Comme annoncé par son entrée au banquet en fin d'épisode 5, elle a décidé de prendre son destin en main et surtout celui de ses enfants. Le sujet évoqué sur une dispute de territoire entre Bracken et Nerbosk nous renvoie au début de l'épisode 4 et au combat entre le jeune prétendant Nerbosk et l'abruti Bracken qui se moquait de lui dans l'assistance. Alicent est d'avis de laisser le seigneur local, Lord Tully, régler cette affaire. Au passage, on mentionne Grover Tully qui serait trop vieux pour diriger, un petit clin d'œil pour les lecteurs. Rhaenyra estime que des locaux doivent savoir qui des deux familles est dans son bon droit, et outre l'opposition entre les deux femmes, on peut éventuellement y voir aussi celle entre un pouvoir décentralisé, préconisé par Alicent, et un pouvoir plus concentré sur la couronne que semble défendre Rhaenyra. Très étonnant puisque Alicent provient d'une des grandes familles nobles qui aiment généralement gérer leurs affaires de leur côté, tandis que Rhaenyra est d'ascendance royale et l'héritière proclamée, comme on le sait. Sur la question des degrés de pierre, on retrouve la même opposition idéologique entre une couronne engagée et un pouvoir qui limite son intervention et évite les dépenses préventives. Rhaenyra serait-elle jacobine ? Prenez vos copies, vous avez 4 heures. La proposition de mariage et d'apaisement que fait Rhaenyra doit beaucoup lui coûter étant donné son caractère. On sent dans ce geste plus de maturité que dans ce qu'aurait fait une Rhaenyra plus jeune. De toute évidence, cette main tendue n'intéresse pas Alicent qui fait semblant de la prendre en considération pour ensuite ramener Rhaenyra à sa condition biologique de femme, saisissant l'opportunité de cette montée de lait pour la décrédibiliser face aux hommes. On remarque que Lord Beesbury semble être touché par un début de sénilité tandis que le grand maître Orwyle a bien remplacé Melos sans que ce soit un sujet traité par la série, contrairement au livre. La droiture de Lyonel Forr le pousse à démissionner, ce qui ne fait que souligner combien il était parfait pour son rôle de main du roi. L'entrée en action de Larys Forr, le propre fils de Lyonel et frère cadet d'Arwyn, va peut-être un peu loin dans la vilainie du personnage. Je suppose qu'on y verra une caricature, en tout cas pour certains spectateurs. Ceci étant dit, d'un côté, la réalité dépasse malheureusement souvent la fiction, et des personnes dénuées de scrupules de la sorte existent bel et bien, et de l'autre, je suis plutôt content d'avoir un méchant qui assume totalement ses actes et qui promet quelques moments terribles pour la suite de la série. On va dire, et je vais lire sans doute, qu'il manque de subtilité par rapport à Littlefinger ou Varys, peut-être, ça reste à voir. En attendant, son discours sur les limites et le poids que serait l'amour, les enfants, était bien glaçant et très bien interprété, et puis surtout, son action, plus ou moins directe, est pour lui un écrasant succès. Eh oui, puisqu'en tuant son père et son frère, il devient l'héritier de fait d'Harrenhal, et il se positionne en éminence grise et en bras armé d'une reine qu'il enserre directement dans un piège de secret imposé, tout en la mettant en position de débitrice à son égard. Quand on examine son discours sur l'illusion des enfants au travers desquels on croit pouvoir tromper les ténèbres de leur véritable victoire, on peut, je crois, y voir un parallèle intéressant avec les événements de Game of Thrones qui prouvent que, d'une certaine façon, du moins, il aurait tort. Je sais bien que les ténèbres auxquelles il fait référence sont la mort, mais difficile d'en trouver une meilleure personnification et métaphore que l'armée des morts au service du roi de la nuit. Face au départ forcé de Ser Harwyn, la tendresse qu'il a envers les enfants est émouvante, de même que le silence forcé avec Rhaenyra, même si personne n'est dupe, y compris leur aîné, Jaehaerys. Lorsque Rhaenyra invite Laenor à emmener son amant avec eux à Dragonstone, on sent qu'elle veut justement lui éviter de vivre ce qu'elle vient de traverser, ce qui tend encore à renforcer la bienveillance des spectateurs à son égard. C'est donc le feu qui a emporté Harwyn comme Laena, un troublant parallèle pour Rhaenyra et Daemon, à n'en pas douter, d'autant plus qu'ils se sont toujours vus chacun comme des dragons. Dans l'ensemble, un épisode de transition mais pourtant essentiel, toujours visuellement attrayant, parvenant à poser ces nouvelles incarnations de Rhaenyra et Alicent qui se cristallisent comme deux pôles de puissance diamétralement opposés. Quelques choix discutables sans doute sur la vitesse de traitement de Laena et Harwyn, un Criston Cole dont le pardon n'a absolument aucun sens, et la montée en puissance de Larys Forr en manipulateur sans pitié. Suivre la série reste, quoi qu'il en soit, un très grand plaisir pour moi. Avant de passer au spoiler livre, je vous invite à vous abonner à la chaîne pour éviter de vous retrouver dans l'exacte situation d'Aegon à la fenêtre. Ouais. Je commence directement par du relativement gros spoiler, voire énorme pour la fin de Game of Thrones, donc attention à vous, considérez-vous comme prévenu. On constate qu'Elaena a des pouvoirs prophétiques, on sait que cela arrive chez les Targaryens, d'où la fameuse prophétie, le départ de Valyria avant sa destruction, etc. Elle observe que son 1000 pattes en a 240, mais surtout que son dernier anneau en est dénué. Si le dernier anneau correspond au dernier roi,
on peut y voir une référence à Bran, dont les jambes étaient inertes depuis sa chute. Par ailleurs, alors que son frère Aemond est dans la pièce, elle dit calmement dans son coin « il devra fermer un œil », ce qui vient annoncer l'œil que l'enfant perdra très bientôt. Dans un autre genre, on a Alicent qui dit à Viserys « tu feras ce que bon te semble, mon mari, quand je serai dans ma tombe ». Et là, je pense qu'on s'est tous dit, ce serait pas un petit peu l'inverse qui va arriver bientôt? Concernant la mort de Laena, j'ai trouvé intéressante la petite modification qui l'a fait arriver jusqu'à Vhagar plutôt que de mourir dans les escaliers, dans les livres. D'un côté, J.R.R. Martin soulignait de cette façon que la mort l'emporte toujours sur notre volonté, malheureusement. Mais de l'autre, la série offre à Laena une fin de chevaucheuse de dragon qui voulait plus et qui part bien trop tôt, une version plus romanesque, en somme. Concernant Maestre Orwyle, maintenant, la décision de la série de ne pas s'appesantir sur les difficultés politiques, les jeux d'influence autour de la nomination du nouveau grand maître est sans doute pertinente. Cela n'aurait fait qu'alourdir la série sur un sujet très secondaire. Enfin, le choix de clairement désigner Larys comme responsable de l'incendie d'Aaron Hall est plutôt bon à mes yeux, encore une fois. En effet, comme vous vous en souvenez sans doute selon les versions, il s'agirait soit de Daemon pour se débarrasser d'un gêneur pour accéder à Rhaenyra, soit du roi en personne du fait des rumeurs de bâtardise, soit même de Corlys Velaryon pour venger, protéger l'honneur de son fils Laenor. Et si on exclut un accident pas très intéressant, le choix de Larys est plus logique et intéressant pour la suite. Après avoir montré Daemon comme responsable de la mort de sa première épouse, l'incendie aurait sans doute fait un peu beaucoup. Les motivations de Larys sont nettement plus fortes et le crime plus odieux encore envers sa propre famille. N'oubliez pas le lien OCS en description et on se retrouve évidemment lundi prochain pour l'épisode 7 et avant cela pour d'autres vidéos, potentiellement aussi dès demain, mardi 27 septembre en live sur Twitch aux alentours de midi pour discuter des séries en cours et notamment de House of the Dragon. A très vite pour de nouvelles aventures. Salut!